Dans un quartier résidentiel, un appartement plutôt cossu, lumineux. Ongli vient y faire chaque semaine quelques heures de repassage. Elle travaille à Pékin depuis 19 ans comme femme de ménage, souvent pour des expatriés. Je travaille chez les particuliers. Je nettoie leur appartement et je m'occupe de leurs enfants. Je gagne plutôt bien ma vie parce que les étrangers payent bien. Ongli gagne 350 € par mois, l'équivalent du salaire moyen dans la capitale. Assez pour se nourrir correctement, pour s'habiller. Mais pour se loger à Pékin, c'est une autre histoire. Elle habite dans cet immeuble standard, un peu à l'écart du centre-ville. Et son appartement est au sous-sol. Derrière le local à vélo, une enfilade de caves. Ongli loue la numéro 15. Elle y habite depuis 3 ans, avec sa famille. C'est assez grand, j'ai de la place. Un lit que se partagent mes 2 fils et un lit pour mon mari et moi. Pour 130 €, elle dispose d'un petit 20 mètres carrés qu'elle a aménagé à son goût. Un branchement électrique improvisé lui permet même d'avoir la télé. Et Ongli n'est pas la seule locataire. Le sous-sol fourmille de monde. On ne sait pas exactement qui est le propriétaire, les loyers sont versés à un intermédiaire et toutes les caves sont habitées. Derrière cette porte-là, il y a un enfant en train de dormir. Et ici, la porte est fermée. Ce sont des gens qui ne sont pas encore rentrés, ils travaillent encore. En tout, habitent ici 16 familles, une 60aine de personnes. Voici la cuisine commune. Il y a un petit soupirail pour la ventilation, ça suffit. Toutes les familles préparent à manger ici. Et pour laver la nourriture et les vêtements, on a installé un tuyau qui amène de l'eau grâce à une pompe électrique. C'est toute une communauté qui a pris ses habitudes. Plusieurs fois par semaine, sous les tuyaux d'évacuation des eaux usées, Ongli est invitée à dîner dans la cave voisine qu'habite une de ses cousines et son mari. Bon appétit! Je suis femme de ménage, comme elle. Moi, je travaille sur les chantiers. La chambre est exiguë et humide. Les ventilateurs peinent à rafraîchir l'atmosphère. Et la seule source de lumière est cette ampoule au plafond. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas de lumière naturelle. Et ça vous rend pas triste de ne jamais voir le soleil? Non, on a l'horloge pour savoir l'heure qu'il est. Ce monde souterrain n'est pas une exception. Il serait plus d'1 million à habiter dans les caves de la ville. Et ils ont même un surnom, les rats de Pékin. Ils sont les petites mains de la croissance, balayeurs, agents de sécurité ou cuisiniers. Des migrants, des travailleurs venus des campagnes attirés par le boom économique. À Pékin, on les considère comme des citoyens de seconde zone, des étrangers. Leur nombre a doublé en 10 ans. La ville déborde. Alors désormais, on exploite le moindre mètre carré, aussi enterré soit-il. Monsieur Jie Xiang est avocat. Il est l'un des rares à s'intéresser à ces habitants des caves. C'est très difficile de faire bouger les choses, car l'État les considère comme la couche inférieure de la société. Dans le centre de Pékin, un immeuble qui passerait presque inaperçu. C'est ici qu'il doit rencontrer Monsieur Gao. Il a travaillé pendant 20 ans comme balayeur pour la ville. Lui aussi habite une cave et la sienne est spectaculaire. Sous l'immeuble, un abri anti-aérien datant de la guerre froide. Regardez, ce sont les consignes de sécurité qu'il y avait à l'époque. Ici,
Il y a environ 40 familles. Ça fait près de 200 personnes. Prévu à l'origine pour se protéger des bombardements, le bunker est désormais loué à des migrants. Là encore, impossible de savoir qui est vraiment le propriétaire. Sur 3 niveaux, des couloirs bétonnés, de vieilles portes blindées. C'est le quotidien de M. Gao et de sa famille depuis 22 ans. Il habite au dernier sous-sol avec sa femme et sa fille. Une vie entière, passée 9 mètres sous terre. Ici, c'est ma cuisine. L'eau, il faut que j'aille la chercher en surface. On en rapporte un petit peu à chaque fois. Vous n'avez pas l'impression d'étouffer un peu parfois? Si, c'est vrai que c'est un peu étouffant. Mais on n'a pas les moyens d'habiter ailleurs. Monsieur Gao n'a pas toujours vécu dans une cave. Il a passé sa jeunesse à la campagne, à 400 km d'ici. Mais en Chine, quand on quitte sa province, on devient presque un clandestin. Ça, c'est mes papiers d'identité. Je suis enregistré dans la province de Shandong. Selon le système communiste, c'est dans cette région qu'il devrait travailler, se soigner, élever ses enfants. En s'installant à Pékin, il a perdu tous ses droits. Une réalité que l'avocat M. Jie Xiang connaît bien. Les migrants comme lui qui sont à Pékin n'ont le droit à aucune aide de l'État. Pas de sécurité sociale s'ils sont malades, pas de retraite, pas de chômage. Les enfants de migrants non plus n'ont pas les mêmes droits. Ce sont mes affaires scolaires. Ayong est la fille de M. Gao. À 16 ans, elle n'a toujours connu que la vie en cave. Pourtant, elle va à l'école et elle adore ça. Ma matière préférée, c'est les maths. J'aime aussi l'anglais. J'ai des bonnes notes. Ayong est en 3e. L'année prochaine, elle veut aller au lycée. Mais cette fois, l'administration refuse de l'inscrire, car c'est une fille de migrant. Le directeur m'a dit qu'elle ne remplissait pas les critères, parce que je viens d'une province différente et que je ne suis pas propriétaire. C'est de la discrimination. On n'impose pas ces conditions aux enfants de Pékin. Les enfants enregistrés ici ont le droit d'aller dans n'importe quelle école. L'avocat va essayer de faire pression pour qu'Ayong puisse s'inscrire au lycée. Mais pour l'université, elle devra aller vivre dans la province d'origine de son père, car la faculté de Pékin est officiellement interdite aux enfants de migrants. Une discrimination organisée et des migrants vulnérables qui font les affaires de certains propriétaires. En théorie, louer une chambre en sous-sol est interdit. Mais en pratique, ce n'est pas très compliqué. Nous choisissons au hasard un immeuble moderne du centre-ville. Équipé d'une petite caméra, nous nous faisons passer pour des expatriés français qui cherchent une chambre pour leur nounou chinoise. Dans l'ascenseur, 3 niveaux en dessous de 0, normalement des parkings. Mais au moins 3, nous tombons nez à nez avec une sorte de logeuse qui gère plusieurs caves. Il y a des chambres au moins 2 ? Oui, il y en a. Et sur cet étage ? Oui aussi. La logeuse ne semble pas étonnée de notre présence. Elle joue même les parfaits agents immobiliers. Est-ce que ça vous intéresse de voir à quoi ressemble une chambre ? Bien sûr. Le couloir est un peu sombre, mais cette fois l'endroit est parfaitement entretenu. Pardon, c'est un peu en désordre. La locataire du moment est une jeune serveuse. Elle paye 110 € par mois pour 6 mètres carrés. Toutes les autres chambres sont comme ça, il y a le même lit. Est-ce que c'est confortable pour toi de vivre ici ? Oui, c'est bien. Tu habites ici depuis combien de temps ? Ça fait 2 semaines. Évidemment, au moins 3, la télé ne capte pas aussi bien qu'en surface. Mais tout a été prévu pour accueillir les locataires. Compteur électrique individualisé et dans la salle de douche, un boîtier électronique
pour que chaque habitant paye sa propre consommation d'eau. Ça marche avec une carte, comme un badge magnétique. Ça coûte 2 yuan et vous pouvez la recharger quand vous en avez besoin. Un business bien rodé et un propriétaire qui, comme toujours, préfère rester discret. Avec qui on signe le contrat? Avec moi. Et puis c'est moi qui donne les quittances. Mais qui est le propriétaire? Le propriétaire, il ne vient pas souvent. Dans la plupart des cas, le propriétaire se cache derrière des intermédiaires. Et on n'aura pas de problème avec la police? Non, non, pas de problème. On loue des chambres depuis 4 ans. Les autorités laissent se développer ce marché immobilier souterrain, sans jamais intervenir, même en cas de drame. Été 2012, des pluies diluviennes s'abattent sur Pékin. Certains quartiers sont complètement inondés et les caves les premières touchées. Au moins une dizaine d'habitants y seraient morts noyés, mais la télévision chinoise n'en parlera pas. Nous avons retrouvé une habitante qui a survécu. Son logement aux 3/4 enterré dispose d'un soupirail, mais ça ne lui a pas porté chance, car c'est par là que toute l'eau s'est engouffrée. Il était 4 heures du matin. D'abord, l'eau est sortie depuis l'évier et la cuvette des toilettes. Et elle s'est mise à couler à torrent par ici. Cela faisait très peur. Tout le sous-sol a été inondé. Mon voisin, lui, est mort noyé. Son petit frère a réussi à s'accrocher à la porte. S'il avait lâché, il serait mort aussi. Tout a été inondé. Madame Li ne se sent plus en sécurité. Le propriétaire ne s'occupe pas de nous. Quand il pleut, on est comme des bouts de bois à la dérive. Et à nous de nous débrouiller. Évidemment, elle n'a touché aucune indemnisation. Malgré ces conditions de vie précaires, ces habitants des caves s'accrochent à l'espoir d'une vie meilleure. Monsieur Bi est arrivé il y a 8 ans pour travailler sur les chantiers. Et pour l'instant, il se satisfait d'habiter dans une cave. Son épouse l'a rejoint pour être femme de ménage et serveuse. Des journées de travail de 15 heures pour pouvoir payer des études à ses enfants. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Tiens-toi bien. Mais ils ont dû faire des sacrifices. Car s'ils ont amené l'aîné avec eux, le petit de 5 ans est resté à la campagne, chez ses grands-parents. Regardez comme il est beau et gros. Cela fait 5 mois qu'ils ne l'ont pas vu. Quand je suis arrivée, chaque fois que je pensais à mon fils, j'avais envie de pleurer. Mais avec le temps, on est obligé de s'habituer. Et il comprend pourquoi je ne suis pas là. Je lui explique. Maman est partie pour gagner de l'argent. De toute façon, si on restait à la campagne, on n'aurait pas de quoi les nourrir. Madame Bi va devoir encore patienter pour voir son deuxième fils. En ce moment, elle travaille 7 jours sur 7 et ne peut prendre aucun congé. Alors, en ce début d'été, celui qui fait le voyage, c'est Monsieur Bi. Il ramène au village son fils aîné, le temps des vacances. Un périple de 8 heures. D'abord, il faut prendre le train à Pékin jusqu'à la ville de Wuxian. Et dans cette ville, je dois encore prendre ce bus pendant 1 heure. Monsieur Bi vient d'une province pauvre du centre de la Chine, qui vit surtout de l'agriculture. Ses parents, des paysans, habitent au milieu des champs. Quand il revient, ce n'est jamais les mains vides. Aujourd'hui, il apporte lait en poudre, biscuits, cigarettes. Au bout du chemin, son fils. Doucement, doucement. Comme tu es grand, tu as changé.
Ici, pas de cave, mais au fond d'une cour, une pièce unique dans laquelle s'entasse toute la famille. Voici ma mère. Lui, c'est l'enfant de mon petit frère, et lui, l'enfant de ma petite sœur, et mon fils qui joue dehors. Je suis très content de le revoir. Et toi, tu es content de voir ton papa? Oui. En tout, 3 enfants vivent ici en permanence. Leurs parents sont partis travailler en ville. Alors la grand-mère joue à nouveau le rôle de maman. Je m'occupe de mes petits-fils toute l'année. C'est pas toujours facile, mais c'est mon devoir. Il n'y a personne d'autre pour le faire. La famille vit de manière rudimentaire. Le confort moderne n'est pas arrivé jusqu'ici. Dans la cuisine, ni gaz ni électricité, mais un four à bois. On se nourrit de ce qu'on cultive. Poivrons, aubergines, maïs. Et pour les jours de fête, il y a même de la viande. La grand-mère élève une dizaine de chèvres, pour l'instant bien maigres. Quand elles auront grossi, on les vendra. Mais on en gardera 1 ou 2 pour le nouvel an. Ça pousse pas beaucoup. Non, mais un peu plus loin, c'est mieux. Être paysan permet tout juste de survivre. Alors en quelques années, c'est tout un village qui s'est vidé de ses travailleurs. Ceux qui le peuvent sont partis. Maintenant, il ne reste que les femmes, les vieux et les enfants. C'est un peu triste, mais ils reviennent au moment du Nouvel An. Mes fils, ceux de mes voisins, tous reviennent pour faire la fête au village. Les visites sont toujours trop courtes. 3 heures après son arrivée, Monsieur Bi doit déjà repartir. Le temps passe trop vite. Dès demain, Monsieur Bi retrouvera sa cave. En Chine, chaque année, 6 millions de paysans quittent leur campagne pour s'entasser dans les grandes villes.